Le Grand Matin Sud Radio, seul contre tous, Philippe David, Patrick Roger. Et c'est parti, jusqu'à 10h, vous avez aussi la parole, bien évidemment, au 0826 300 300. Philippe David défend Emmanuel Macron ce matin. Sa prise de position, c'est Macron veut relancer l'Europe. Eh bien, il a raison d'essayer. Et vous, êtes-vous d'accord avec Philippe ou contre Philippe? On vous attend 0826 300 300, sudradio.fr et Twitter. Oui, et face à Philippe David, François Asselineau, ancien candidat à la présidentielle, président de l'Union populaire républicaine. Bonjour. Bonjour. Vos arguments, Philippe David. Emmanuel Macron s'est exprimé hier à la Sorbonne lors d'une conférence de presse qui fera date pour vouloir relancer l'Europe, une Europe qui, faut-il le dire, est en panne depuis des décennies et seul contre tous jusqu'à 10h sur Sud Radio. Je vais dire relancer l'Europe. Macron a raison, oui. Il veut une police aux frontières européennes. Il était temps. Vous avez vu tous les problèmes que pose l'immigration massive qui arrive de Syrie ou d'Irak ou d'Afrique depuis la guerre en Libye. Eh bien, ça ne ferait pas de mal, parce qu'il y a quand même un vrai problème d'immigration illégale en Europe. Pourquoi je le dis et je le répète, relancer l'Europe, Macron a raison, il veut bâtir une défense européenne. Puis je me dis que ce serait quand même pas mal, parce que seuls les Français mettent la main à la poche. Maintenant que les Anglais sont sortis, on va être plus seuls que seuls. Et puis surtout, quand on voit toutes les armées européennes qui n'achètent que du matériel militaire américain, une défense européenne, ce serait pas mal. Ils achèteraient peut-être plus des Rafales de chez Dassault que des F-35 américains. Pourquoi je le dis et je le répète, relancer l'Europe, Macron a raison d'essayer. Et puis il veut une convergence fiscale. Vous avez vu, mon cher Patrick, le dumping fiscal qu'il y a en Europe? Si les Irlandais attirent tant de sièges sociaux, c'est parce que leur impôt sur les sociétés est à 12,5%. Et je ne parle même pas de l'évasion fiscale massive vers un pays comme le Luxembourg. Pourquoi je le dis et je le répète, relancer l'Europe, Macron a raison d'essayer. François Asselineau, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas d'accord avec moi quand je dis que relancer l'Europe, Macron a raison d'essayer? Non, ça doit être à peu près la 753e fois qu'on refonde l'Europe depuis 60 ans. Donc tout ça, finalement, vous savez, je pense que les journaux aujourd'hui vont parler de ça, et puis après-demain, on emballera les œufs avec les journaux. C'est-à-dire que tout le monde s'en fiche, en fait. Voilà. Vous savez, ça me fait penser, il y a une fable de La Fontaine que j'aime bien, qui s'appelle Le Conseil des rats. C'est-à-dire qu'il y a un chat, Ramina Grobi, qui bouffe des rats. Alors, les rats en ont assez de se faire manger. Et un jour, Ramina Grobi est sorti, et donc les rats se réunissent en conseil pour savoir comment faire. Et il y en a un qui dit, voilà, ce qu'il faut, c'est attacher un grelot autour du cou du chat, de telle sorte que lorsqu'il arrivera, on l'entendra arriver, et puis on sera sauvé. Et La Fontaine raconte ça et conclut merveilleusement en disant, la difficulté fut d'attacher le grelot. Voilà. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que Monsieur Macron, il lance des trucs. Il lance. Il vaut mieux ça que de ne rien faire, non, François? Non, mais on a l'impression, je sais pas, il prend la présidence de la République pour un divan de psychanalyste. Enfin, il lance des trucs qui sont totalement inapplicables. Par exemple, écoutez, regardez, les listes transnationales, par exemple. Alors, d'abord, premièrement, ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'a aucun mandat du peuple français pour lancer ça. Il n'a pas été élu en disant « je vais proposer aux autres peuples des listes transnationales pour les députés européens ». Non. Bon, mais les listes transnationales, ça voudrait dire donc qu'il y ait des listes où il y ait des Français, des Hongrois, des Polonais, des Belges, oui. Mais il y a un article, parce que M. Macron doit pas connaître les traités, je suppose. Il se trouve que moi je les connais, j'ai été brocardé pendant la campagne présidentielle parce que je connaissais les dossiers, c'est quand même un comble. Et donc on a élu quelqu'un qui est totalement incompétent. Il y a un article qui s'appelle l'article 14 du traité de l'Union européenne qui précise que le nombre, enfin il donne pas le nombre, c'est renvoyé à des décisions par ailleurs des conseils, mais il précise que chaque État doit avoir au moins 6 députés. L'article 14 précise bien que c'est des députés par nation. Ça veut donc dire que pour avoir des listes transnationales, il faut modifier l'article 14, il faut donc modifier les traités. Ça veut donc dire qu'il va falloir obtenir, par exemple, des Polonais, des Hongrois, des Bulgares, des Roumains, ou des petits pays comme Malte, il va falloir obtenir les listes transnationales. Mais ils vont jamais être d'accord. Alors ça, je prends l'exemple des listes. François Asselineau, alors c'est vrai, on comprend, il y a cet article 14, mais en même temps, si on n'a pas une vision comme Jean Monnet a pu l'avoir en fait à un moment donné d'une certaine Europe, si on ne lance pas en fait des discours et on ne trace pas une voie, on n'y arrivera jamais. Et Emmanuel Macron a eu raison de dénoncer une construction européenne qui s'est fait à l'abri pour l'instant en fait des peuples qui ont été en partie oubliés. Mais la construction européenne s'est faite depuis le début à l'abri des peuples. C'est quoi la méthode Monnet justement? La méthode Monnet, qui d'ailleurs n'a rien de Monnet ni de Schuman, tout ça a été concocté au département d'État américain, je l'explique dans mes conférences, c'était dans le cadre de la guerre froide, c'était justement, puisque les peuples étaient rétifs, on allait faire un marché commun,
C'était une pensée, si vous voulez, d'un peu d'inspiration marxiste, si on peut dire, ou marxienne. C'est-à-dire qu'en agissant sur les substructures, on allait faire évoluer les superstructures. À partir du moment où on aurait un marché commun, on ferait apparaître d'un seul coup une espèce d'homme européen, homo europeus, comme il y avait homo soviéticus, c'est-à-dire un être nouveau. Ça ne marche pas. Voilà. Et monsieur Macron, là, il a fait une liste de vœux pieux, mais qui c'est n'importe quoi. Quand il dit, par exemple, qu'il va avoir, vous parliez, par exemple, une politique aux frontières. L'Italie la demande, la Grèce aussi. Oui, vous avez vu ce qui s'est passé. Tout le monde se tire dans les pattes. Les Hongrois n'ont absolument pas la même vision que les Allemands. Il parle aussi d'avoir des services de renseignement communs. Allez dire aux Polonais qu'il faut qu'ils partagent les mêmes services de renseignement que les Allemands. Mais il faut vraiment rien connaître à ce que c'est que l'Europe. L'Europe, c'est un pays, mais si on vous écoute, finalement, on ne fera pas d'Europe, quoi. Pas du tout, quoi. On ne réussira pas à la construire, quoi. Écoutez, ça fait 60... Vous savez, imaginez un couple. Ça fait 60 ans qu'ils sont mariés, ils s'envoient la vaisselle à la tête. Vous croyez que d'un seul coup, il y a quelqu'un... En général, ça prend pas 60 ans. Voilà, en général, ça prend pas 60 ans. Et vous croyez qu'il y a d'un seul coup, le mari va dire, bon, alors, attends, chérie, on va refonder notre mariage. Non, ça va pas. Si vous voulez, il faut tirer un moment, il faut regarder les choses en face. On n'est pas obligé de se faire la guerre non plus. On a eu la guerre sur le continent, en fait, européen, avec des millions de morts. Il vaut mieux essayer de créer, en fait, un continent où il y a une paix stable. Ça, vous ne pouvez pas contredire tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Il y a une paix stable, relative, d'accord. Il y a eu effectivement le Kosovo, mais quand même. C'est comme si vous me disiez, grâce à la construction européenne, le soleil se lève tous les jours. Ça n'a aucun rapport. Non, là vous exagérez, évidemment. Non, je n'exagère pas parce vous que... caricaturez. Non. Il y a... Les risques de guerre ne sont pas entre des pays riches et en déclin démographique. Il n'y a pas de risque de guerre avec des pays comme l'Allemagne où il va y avoir les plus de 60 ans vont représenter plus de 40% à la fin de la décennie. Ça, on l'a connu effectivement dans les années 30 où certains disaient non, on construit en fait une ligne Maginot, solide et ça ne viendra pas. Hein. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Non, mais attendez, je me permets d'insister, j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer ça. D'abord, maintenant, nous ne sommes pas dans les années 30, il y a le système onusien, normalement, avec le Conseil de sécurité, la Cour internationale de justice et autres, et moi je suis favorable à ce qu'on revienne à l'esprit de l'ONU du début, mais j'ajoute que la construction européenne nous entraîne vers le choc frontal des civilisations contre le monde arabo-musulman ou contre la Russie. Il y a des risques de guerre aujourd'hui. Certes, c'est pas entre la France et l'Allemagne, mais c'est entre l'Estonie, la Lettonie, etc., et la Russie. Et nous sommes entraînés par la construction européenne, par exemple sur l'affaire de Crimée, à entrer en choc frontal contre la Russie. C'est contre les intérêts de la France. Mais vous ne croyez pas que le problème de l'Europe, vous êtes partisan du Frexit, c'est-à-dire la sortie... comme Brexit, mais à part que c'est FR pour France au lieu de BR pour Britain. Voilà. Ce qui c'est pas un anglicisme, mais c'est un latinisme. Oui, absolument. Mais quand même, il y a plusieurs conceptions de l'Europe. On peut faire également une Europe des nations. Il y en a qui ont voulu faire. Le général de Gaulle, vous réclamez souvent du général de Gaulle, il parlait de ceux qui parlait de l'Europe en sautant comme des cabris. Lui voulait faire une Europe des nations. C'est pas idiot, l'Europe des nations. Mais moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le général de Gaulle, il l'expliquait. Mais le général de Gaulle, écoutez, alors je n'ai pas le temps d'expliquer, je renvoie les auditeurs intéressés à si je peux me permettre, à une conférence en ligne qui s'appelle qui gouverne la France, qui est en ligne sur notre site upr.fr. On a des centaines de milliers de vues d'ailleurs sur cette conférence où j'explique quelle a été la pensée de Gaulle. De Gaulle avait compris qu'il s'agissait en fait d'une grande opération géopolitique d'asservissement du vieux continent à Washington. Et donc De Gaulle, dans les années 60, a essayé de soustraire l'Europe à ça parce qu'il s'est aperçu, il l'avait dit, conférence de presse du 15 mai 1962 de mémoire, il avait expliqué que faute qu'on puisse faire s'entendre 6 pays, il y avait que 6 pays à l'époque, il y en a 28 maintenant. Le Benelux, l'Italie, la France, l'Allemagne. Faute qu'on puisse se faire entendre, il disait il n'y aurait pas de politique du tout, et donc il y aurait un fédérateur extérieur qui s'en chargera. Il avait donc dénoncé, sans les nommer, les États-Unis. Et le soir même, les 4 ministres du gouvernement du MRP ont claqué la porte. De Gaulle s'est retrouvé le soir du 15 mai 62 sans majorité à l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle De Gaulle, tout au long des années 60, avait compris que le truc marchait pas, mais il n'avait pas les moyens politiques d'en sortir. Donc il a essayé de subvertir cette manœuvre en faisant une alliance avec l'Allemagne et en essayant, comme disent les géopoliticiens, de découpler l'Allemagne des États-Unis. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas stipuler pour autrui. Vous savez ce qui s'est passé avec Macron? Macron, il avait prévu, il y avait toute une séquence qui avait été organisée. Macron, il avait pensé que Madame Merkel serait réélue dans un fauteuil. Et ce qui n'a pas été le cas. Ouais, et vous avez vu... Non, mais elle a été quand même réélue. Oui, elle a été réélue, mais attendez, François Asselineau, elle a été quand même réélue.
messieurs, vous avez été candidat à la présidentielle, on a vu ce que ça a donné. Il faut quand même respecter aussi le choix des urnes. C'est-à-dire à la fois pour Emmanuel Macron, à la fois pour Angela Merkel. C'est la 4e réélection, malgré en fait des difficultés. Ça, vous ne pouvez pas le contester. Mais je n'ai jamais dit qu'elle n'avait pas été réélue. Je n'ai jamais dit non plus que j'avais fait un score décevant. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer que quand vous avez 1% du temps de parole avec des journalistes qui vous traitent de complotistes ou de barbeux, il y a eu une campagne égalitaire dans la... Non, mais campagne égalitaire dans les derniers jours. Écoutez, moi c'est un autre débat. C'est un autre débat, n'entrons pas là-dedans. Moi, j'estime que monsieur Macron a été totalement propulsé par les médias et que donc d'ailleurs il ne se sent pas. On voit bien que psychologiquement il n'a pas l'impression que les Français sont ses patrons. Il d'ailleurs, quand il va à l'étranger, passe son temps à insulter les Français. C'est pas dans sa tête, les Français ne sont pas ses patrons. C'est un troupeau de veaux qu'il faut mener à l'abattoir. C'est comme ça qu'il raisonne. C'est violent. Non, mais c'est exactement ça. Les Français sont des veaux. C'était une formule du général de Gaulle. Oui, ça c'est ce qu'on dit. En attendant, je reviens à Madame Merkel. Madame Merkel, elle a été réélue, c'est tout à fait vrai. Mais là, vous savez que la CDU-CSU a fait le plus mauvais score depuis 1949. Le SPD a fait le plus mauvais score depuis 1949. 45. 45 ou 49. Ouais. C'est à partir de 49 ils ont récupéré leur souveraineté. Et le SPD a dit qu'il ne serait plus membre de la majorité. Ça veut donc dire que Madame Merkel est confrontée au fait qu'elle doit faire alliance avec le FDP, c'est-à-dire les libéraux. Les libéraux qui ont dit hors de question d'avoir un budget de la zone euro. Il est hors de question qu'on paye les déficits des Français. Et par ailleurs, comment dirais-je, l'opposition qui monte, c'est l'AfD, c'est-à-dire le mouvement dit d'extrême droite, qui a fait 22% dans les Länder de l'Est et qui veut sortir de l'euro. Ça veut donc dire que Madame Merkel, elle est tout sauf sur la position de transiger. Donc vous savez, monsieur Macron, il me fait penser, vous connaissez les dessins animés de Tex Avery, vous savez, lorsqu'il y a un canard qui est poursuivi par un chien, et puis il arrive au bord d'une falaise, et puis il continue à courir comme ça, il fait 5, 6, 10 pas, puis d'un seul coup il se rend compte qu'il n'y a rien en dessous de lui, puis il tombe. Mais c'est ça. Monsieur Macron, il a fait son truc à la Sorbonne hier. Il avait préparé ça dans le cas où Madame Merkel était réélue triomphalement. Et puis il a pas changé son discours. Donc ce truc est complètement hors sol. Je vous dis que ce truc, on en parle dans une semaine, personne n'en parlera plus. C'est comme sa tournée calamiteuse en Europe de l'Est pour changer la directive des travailleurs détachés. Maintenant, tout le monde il a mis le sujet sur la table. Il a le mérite, en tout cas, de mettre le sujet sur la table, y compris d'ailleurs sur l'avenir de l'Europe à travers ce discours hier et puis à travers sa tournée. C'était quand même hier, il y avait un langage du bon sens, de l'audace, François Asselineau. Écoutez, c'est la plus mauvaise chose. Imaginez, par exemple, vous allez dans un dîner en ville. Bon. Et puis je ne vais pas dans les dîners en ville. Je me couche tôt. Mais allez-y. Quand on est matinalier, c'est le cas. Voilà. On dînera si vous voulez. Vous allez dans un dîner en ville, il y a 28 personnes, puis la maîtresse de maison, je sais pas, le plat est brûlé. Bon, les gens, ils essayent c'est un des convives met les pieds sur la table en disant c'est dégueulasse. Bon, je suis désolé. C'est pas mal, déjà. Non, mais ça veut dire que les autres, il y a un certain nombre d'autres personnes qui vont être indisposées. Il y a quelque chose qu'il faut bien préciser, je crois, pour les auditeurs. C'est que si l'Europe, elle est comme elle est, c'est pas par inadvertance. C'est pas un truc qui nous est tombé du ciel. C'est pas que les négociateurs français auraient dormi toute la journée depuis 60 ans. Si l'Europe, elle est comme elle est, c'est parce que depuis 60 ans, il y a des intérêts nationaux contradictoires. De plus en plus nombreux. 6, puis 9, puis 10, puis 12, puis 15, puis 25, puis 27, puis, etc. Ces intérêts nationaux, puis 28, ces intérêts nationaux contradictoires, à l'issue de négociations infinies, de marathons de la dernière chance, de sommets de la dernière heure, etc., de crise de l'Europe, on finit par déboucher sur des motions chèvre-chou et des compromis permanents entre des intérêts inconciliables. Et l'idée que d'un seul coup, quelqu'un arrive, attention, c'est moi que v'là, et moi je vous propose de tout changer, mais les autres comment voulez-vous que les autres réagissent autrement que par un refus? Beaucoup de réactions sur Twitter. Patrice 56, avant de s'occuper des autres, sauvons ce qu'il reste de la France. Éric Le Riche qui nous dit oui, si c'est une Europe à la fiscalité harmonisée, au droit du travail tiré vers le haut, au salaire minimum, au mieux payant. I have a dream, dit-il à propos de cette Europe. Philippe David, proposition ce matin, il vous dit Macron veut relancer l'Europe et il a raison d'essayer. Dites-nous aussi ce que vous en pensez. 0826 300 300, Twitter et sudradio.fr. Face à François Asselineau, ancien candidat à la présidentielle, président de l'Union populaire républicaine, qui a beaucoup d'arguments évidemment, donc vous pouvez appeler pour le contrer si vous en avez envie. Le Grand Matin Sud Radio, seul contre tous, Philippe David, Patrick Roger.
Et l'invité de Patrick Auge et Philippe David ce matin est François Asselineau, ancien candidat à la présidentielle et président de l'Union populaire républicaine. La prise de position de Philippe ce matin, Macron veut relancer l'Europe. Il a raison d'essayer, je vous dis tout de suite, il y a 60% pas d'accord avec Philippe sur sudradio.fr, pas d'accord. François Asselineau a eu beaucoup la parole tout à l'heure et donc, mon cher Philippe David, vous avez encore un quart d'heure pour inverser la tendance et appeler les auditeurs à votre rescousse au 0826 300 300. Il y a un tweet, François Asselineau, que Sophie a lu juste avant la pause, un tweet d'Éric Le Riche qui dit « Oui, si c'est une Europe à la fiscalité harmonisée, au droit du travail tiré vers le haut, au salaire minimum, au mieux payant », il termine par « I have a dream », ça c'est un petit côté Martin Luther King. La fiscalité harmonisée, quand vous voyez, comment voulez-vous que ça fonctionne? Comme dans un pays, vous avez des échappatoires fiscales comme le Luxembourg, des paradis fiscaux comme l'Irlande où l'impôt sur les sociétés est à 12,5%, et même si en France il va tomber à 28%, où on est à plus du double de l'Irlande. C'est quand même... Vous allez me dire que c'est un vœu pieux, mais il met quand même le doigt où ça fait mal, là, Emmanuel Macron. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il considère le problème résolu. Il considère, vous savez, je parlais de Tex Avery tout à l'heure, maintenant je vais parler, j'aime bien les proverbes chinois, ce proverbe chinois qui dit, c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves. Ouais. Donc le père Macron, il pionce. Ouais. Non, mais parce que, écoutez, non, mais attendez, excusez-moi de le dire, non, mais il pourrait simplement pioncer, c'est-à-dire ne pas prendre la parole, en fait, sur l'Europe, continuer de mener, en fait, les affaires françaises. Là, il décide d'essayer de prendre le leadership. Mais attendez-vous, il se réveille. Mais le leadership, vous savez que ça indispose profondément les autres. Oui. Bah regardez comment il s'est fait recevoir. Personne ne conduit, personne vous croyez que les Polonais ont envie... Regardez comment il s'est fait recevoir quand il a osé critiquer la Pologne depuis un pays étranger de surcroît et la Bulgarie. Ouais. La première ministre de Pologne a dit mais ça n'est pas à la France, ça n'est pas à la France de décider. Nous sommes tous égaux. Et ça fait partie de quelque chose que les Français ont dans la tête, c'est que c'est le fameux bobard du couple franco-allemand, c'est que ça serait la France et l'Allemagne qui dirigeraient l'Europe. Mais est-ce que vous mettez-vous un instant, moi j'aime bien me mettre à la place des gens, des autres. Ça c'est être démocrate, ça c'est faire preuve d'intelligence. Imaginez que vous soyez un Espagnol, chef du gouvernement espagnol, italien, polonais, roumain, bulgare, puis vous entendez Monsieur Macron, là, comme ça, qui arrive avec tout son maquillage et tout son attirail, et qui d'un seul coup, depuis Paris-sur-Seine, se met à dire voilà ce qu'il faut faire de l'Europe, et d'ailleurs c'est la France et l'Allemagne qui dirigent l'Europe. Mais vous êtes fou de rage. Vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce freluquet? Excusez-moi, mais Sarkozy faisait pareil. Mais Sarkozy n'était pas plus apprécié d'ailleurs. On parlait même de Merkozy à l'époque, Merkel, Sarkozy. Oui. Et ben là on a du maquerel. Excusez-moi. Non, restons polis. Ah non, c'est lui qui m'a tendu la Macron et de Merkel. Bon, c'est lui qui m'a tendu la perche. Oui, absolument. Ah non, mais j'ai pas fait. J'étais pas pour ça. On va au standard. Allez, 0826 300 300 et nous accueillons Grégory qui nous appelle de Paris. Bienvenue sur Sud Radio, Grégory. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory, oui. Vous avez entendu François Asselineau et Philippe David. Quel est votre sentiment? Je suis côté Asselineau, bien sûr. Parce que je vais pas voter pour lui, malheureusement, parce que je vote pour le parti qui aurait pu passer à la présidentielle. Oui. Mais Monsieur Macron essaye de faire une nouvelle Europe. Très bien, mais il réussira jamais, puisque, comme m'a dit Monsieur Asselineau, il est revenu de l'Europe de l'Est quand il a fait son voyage en Pologne et tout ça, avec la queue entre les jambes. Il a rien obtenu, strictement rien. Et il n'obtiendra rien. Parce que les autres pays ont des avantages qu'ils veulent pas laisser. Et c'est comme la France. Donc, Monsieur Macron ne pourra rien faire contre cette Europe. Et pourtant, il essaye de nous imposer cela, alors que 40% des Français ont voté quand même contre cette Europe. Si on expliquait un peu mieux le fonctionnement de l'euro cette fois, mais de l'Europe, et je peux vous dire que ça ferait plus de 50%. Oui. Grégory, mais alors que faudrait-il faire selon vous? Arrêter l'Europe? Non, quand même pas. Vous êtes content aussi de voyager en Europe et pourquoi pas d'acheter en fait européen et d'être peut-être plus fort demain face à la Chine et aux États-Unis. J'ai voyagé en Europe, j'étais en Espagne cet été, juste une seule fois, mais quelle est la part des Français qui vont en Europe? Quelle est la part des Français qui traversent les frontières pour aller voyager en Europe? Très très peu, je pense. Et je vois pas l'avantage, et il faudrait surtout faire l'éducation par rapport à l'euro. Moi, j'ai lu un bouquin, c'est la loi du 3 janvier 73. Monsieur Philippe David va en reparler. C'est la loi Pompidou-Giscard, qui oblige les banques, qui oblige les États à ne plus emprunter aux banques centrales, mais aux marchés financiers après que les banques centrales aient prêté aux marchés financiers. Et de Pierre-Yves Rougeron au Jardin des Livres, je peux vous dire que les gens, s'ils lisaient ce livre, ils verraient que l'Europe a été faite
contre les Européens et juste pour l'oligarchie et les banques. Ouais. Merci d'avoir témoigné. On va faire réagir François Asselineau. Oui, on va tourner au 0626 300 300. Alors d'abord pour réagir à ce que vient de dire à juste titre cet internaute que je remercie, Grégory que je remercie d'approuver ce que je dis. Même s'il n'est pas de votre côté, hein, il a dit il n'était pas à l'Union populaire républicaine. Oui, mais ça c'est parce que les médias ont fait croire que je ferais un stop raisonnable. Et donc du coup le vote utile, vous avez vu le vote utile à quoi ça a mené? Ça a mené à l'élection de Macron. Bon, donc la prochaine fois, il faudra que les gens arrêtent de croire au vote utile plus que leur serinent les médias et qu'ils votent pour le vrai vote utile, c'est-à-dire voter pour leurs convictions. Mais je voudrais revenir, il y a pas eu 40%, il y a eu 55% des Français qui ont dit non en 2005. On en fait quoi des 55% des Français qui ont dit non? Non, pas à Maastricht, à la Constitution européenne. Oui, ça a été passé purement et simplement par pertes et profits. Vous dites, tout à l'heure, excusez-moi de revenir, vous avez laissé entendre que si on sortait de l'Europe, on allait se barricader. Mais pourquoi? La Suisse, elle n'est pas dans l'Union européenne. Vous pouvez très bien entrer et sortir librement de Suisse, hein, je vous assure. Allez-y. Et c'est pareil pour la Norvège. Certains exilés fiscaux pourraient le confirmer. Il n'y a pas de problème. Donc, l'idée de sortir de cette entité juridique qui s'appelle l'Union européenne n'a aucun rapport avec le fait de devenir la Corée du Nord. C'est-à-dire que nous serons toujours, je l'ai déjà expliqué 500 fois, on aura toujours 6686 traités qui nous lieront au reste du monde et on aura toujours un réseau de 257 ambassades et consulats à travers le monde. Et un franc qui sera solide face au yen et face aux autres monnaies. Écoutez, il faudrait surtout que le franc se déprécie un petit peu par rapport à ce que c'est, parce que c'est ce qui est en train de nous entraîner dans le mur. Vous avez vu qu'avec un euro égale 1,20 $ ou 1,19, on est en train de recréer de nouveau du chômage. Et puis vous disiez... On a des taux d'intérêt qui n'ont jamais été aussi bas. Hein. Et vous disiez... Oui, mais tout va très bien, donc vous avez eu le chômage. On est bientôt... le chômage avoué est aux alentours de 10%, et sans compter le chômage inavoué. Mais je voudrais te signaler aussi, vous dites, il faut faire l'Europe, par exemple, pour être face aux Chinois. Monsieur Macron, vous rappelez-vous ce qu'il avait dit? Il avait dit, il faut qu'on ait une politique vis-à-vis des investissements chinois. Vous vous rappelez, c'était il y a quelques mois. Alors tout le monde a dit, ça y est, il veut relancer l'Europe. Il était candidat encore. Il était candidat. Il n'était pas encore président. Mais maintenant, il n'en parle plus. Vous avez vu qu'il en a plus. Et vous savez pourquoi il n'en a plus parlé? Parce que le Portugal, l'Espagne, la Grèce ont dit d'aller se faire cuire un œuf. Et qu'ils n'étaient pas d'accord. C'est-à-dire que vous avez sur tous les sujets, c'est ce que j'appelle l'autoblocage permanent, vous avez sur tous les sujets des gens qui s'opposent et les traités ne se modifient qu'à l'unanimité. Article 40. Oui, ça c'est effectivement un vrai sujet. Il y a beaucoup d'appels. Oui, 0826 300 300, monsieur Asselineau. Il y a Frédéric qui veut vous poser une question personnellement. Bonjour Frédéric, bienvenue sur Sud Radio. Vous nous appelez d'Entresaint. Bonjour Frédéric. Oui. Bonjour et bonjour à monsieur Asselineau et félicitations pour ce que vous faites là. Je vous ai un peu suivi sur internet là. Et donc je voulais vous poser la question suivante. J'ai vu récemment sur LCP, la chaîne parlementaire, un documentaire sur la vente d'Alstom aux États-Unis. Et il en résulte que nous sommes pieds et poings liés, livrés au bon vouloir des Américains là. Puisque le contrôle pris par General Electric sur Alstom, mais nous rend dépendants au niveau des centrales nucléaires et au niveau de notre armement aussi, puisqu'ils ont la même mise sur un composant des centrales nucléaires, ce sont les turbines, et qui sont également présentes sur le Charles de Gaulle et sur les sous-marins atomiques. Donc ma question est la suivante. Dans le cas où on sortirait de l'Europe, via le Frexit et l'article 50, etc. Étant donné que les Américains ont le contrôle de notre énergie et de notre armée, que feriez-vous si vous étiez élu et si vous aviez la possibilité de sortir de l'Europe, une fois que vous serez sorti de l'Europe, vis-à-vis de ce problème-là? Alors, bonne question, effectivement, François. Alors, c'est une excellente question, parce que il touche du doigt un problème qui est malheureusement... Parce que nous avons d'excellents auditeurs. Ben oui. D'ailleurs, c'est pour ça que vous m'invitez. Non, c'est une excellente question, parce que, en fait, ce que cet auditeur touche du doigt, c'est que il n'y a pas du tout de réflexion au sommet de l'État sur ce qu'on appelle l'intelligence économique. Moi, j'ai été délégué général à l'intelligence économique jusqu'au jour où on m'a demandé de dégager, parce que j'avais annoncé, c'était en 2004, j'avais annoncé la crise de l'euro à venir et probablement un jour une explosion. Bon, dire ça en 2004, c'était évidemment audacieux, et donc on m'a prié de regagner l'inspection générale des finances. Mais j'avais raison. Et là, le problème, c'est que nous n'avons aucune réflexion de nature patrimoniale et de nature stratégique. L'internaute parlait de la mise des Américains, la mainmise des Américains, Frédéric, sur la partie énergie et les turbines. Elle a 1000 fois raison sur Alstom, mais vous avez vu ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire maintenant, c'est la partie transport qui est en train de passer chez les Allemands, chez Siemens. Et monsieur Macron accepte ça. Et il le fait parce que, semble-t-il, c'est une espèce de mercato fait par des grandes banques, des financiers, notamment la banque Rothschild qui est derrière, qui a décidé ça. C'est-à-dire que l'intérêt national
pour Monsieur Macron n'existe pas. Voilà, il est prêt à tout brader. Actuellement, les Allemands sont en train de mettre subrepticement. On n'a plus le contrôle. Les Allemands sont en train de mettre subrepticement la main sur Airbus, sur le TGV, sur notre force nucléaire. Il faut tirer la sonnette d'alarme et tout ça au nom de voilà l'Europe. Et personne ne regarde. L'Europe, là, ce sont les capitaux là en l'occurrence, les actionnaires. Oui, quoi, vous aussi. savez. Alors pour répondre à la question de Philippe, de Frédéric, excusez-moi, Philippe, c'était Grégory. Oui. Bon. Et puis c'est vous, Philippe. Oui. Pour répondre à la question, il faut avoir absolument une vision stratégique des intérêts nationaux et, si nécessaire, renationaliser Alstom, qui a été vendu dans des conditions absolument scandaleuses. Là, ça va être un peu tard. Attendez, rien n'est jamais irréversible. Sauf la mort. Allez, et encore. Oui. Il nous reste, c'est terminé, Philippe David. On va aller voir du côté verdict. Eh bien, je vais vous le dire, 68%, c'est-à-dire que bravo à la partie adverse qui a bien su se défendre, puisque 68% ne sont pas d'accord avec Philippe David qui disait que oui, il faut que Macron réessaye de relancer l'Europe. Voilà. Je vais essayer de gagner ce soir. Et vous avez essayé, mais vous avez perdu, mon cher Philippe David. Oui. Merci de nous avoir suivis. Merci François Asselineau d'être venu. Merci à vous d'être prêté démocrate au débat. Merci beaucoup.